un sous-titre sous les assises du corps transformé, regard croisé. La première année, je me suis demandé si c'était uniquement d'ophtalmologie dont on allait parler, parce que regard croisé, je me suis dit, il y a des questions de strabisme divergent, convergent. Et j'ai compris rapidement que cette occasion que vous avez créée et que vous faites perdurer de réunir des médecins et des juristes, ce confluent de deux humanismes, ça allait s'élargir à d'autres disciplines. Et depuis une journée et demie, eh bien, nous avons vécu ensemble ces regards multiples sur un objet qui est lui-même à plusieurs facettes. On rentre dans quelque chose qui est forcément complexe. Le juriste, lui, il a été dit hier par François Lévin, il a une pensée binaire et je vais essayer de, après ces quelques remerciements, de vous présenter quelques excuses. Les excuses, d'abord parce que je n'aurai pas de PowerPoint. Mais celle-ci de diapo me va bien, on peut la garder, il n'y a pas de souci. Je n'aurai pas de PowerPoint parce que je suis mal à l'aise avec cet outil, et puis parce que je suis binaire, comme je dis tout à l'heure, entre les images et les mots, entre le poids des mots, le choc des photos. Je pense que le cerveau a parfois des difficultés, en tout cas celui du juriste, et vous n'aurez que les mots, vous n'aurez pas d'image de ma part, je vous prie de m'en excuser. Et puis, des excuses parce que le titre qui figure dans le programme n'est pas tout à fait celui qu'on avait convenu, il manque un mot. C'est bien de droit dont je vais parler, d'homme augmenté, transhumanisme, mais il y a un mot qui est important et que je voudrais remettre au programme, qui est celui de la mort dans tout ça, vu sous l'angle du droit. Le droit, l'homme augmenté et la mort, voilà ce dont je vais vous parler. Je vais vous en parler parce que je ne suis pas là pour faire de la science juridique fiction, pour imaginer ce que pourrait être le droit de demain, après-demain ou encore plus tard, mais pour essayer déjà d'apporter des éléments de compréhension juridique, des augmentations de l'homme qui se sont produites, qui se réalisent encore aujourd'hui et qu'il a fallu encadrer juridiquement comme toutes les pratiques humaines. Et j'aurais pu essayer, je ne le ferai pas, mais d'aborder une nouvelle technologie et la définition de la mort. J'ai entendu beaucoup traiter de la question de l'immortalité. Pour nous, juristes, c'est quelque chose qui est totalement en dehors du champ de nos préoccupations, l'immortalité, parce que la mort est un fait juridique. Depuis que l'homme est homme, qui s'est dressé sur ses pattes arrière, puis qu'il a communiqué et créé des lois pour organiser son activité, il constate que la mort est un fait qui se produit pour chacun. Si un jour l'immortalité est possible, il sera temps de changer les règles juridiques, mais pour l'heure, le fait juridique de mort est encadré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des prolongements philosophiques, on en a entendu, des prolongements scientifiques. Pour le juriste, le fait juridique de mort, il est intéressant sur deux points quand on parle d'augmentation. D'abord, la mort, ça a été dit, et ça sera très bref, c'est une augmentation, une circulation des patrimoines. Parce que la première préoccupation du droit, c'est les choses. Mais il y a aussi la question de la mort et l'augmentation des personnes. Et c'est bien sûr de ça dont il va être question. En quoi la mort peut augmenter une personne? Pour étudier cette question, eh bien, je voudrais diviser mon propos en deux. D'abord, l'homme va être augmenté, peut être augmenté par la mort d'autrui. Ça sera mon premier point. Et puis ensuite, il faudra que je m'interroge à haute voix sur et le cadavre de l'homme augmenté, que devient-il et comment est-il géré? Parce qu'il y a des problèmes de droit qui se posent lorsqu'il y a eu augmentation. Donc, première partie, l'homme augmenté par la mort d'autrui. C'est pas nouveau comme question en droit. Que la mort d'un individu A puisse augmenter le patrimoine, je l'ai dit, mais aussi d'autres éléments juridiques. Pour ce qui nous concerne, en quoi la mort de A peut augmenter le corps de B, l'enveloppe charnelle de B. Eh bien, c'est une question ancienne, très ancienne, même si on commence par le début et par l'anthropophagie. Le cannibalisme est déjà le fait d'incorporer un petit bout de A dans B qui est peut-être devenu transhumain, et c'était d'ailleurs très souvent, au-delà des questions alimentaires, des questions spirituelles, d'incorporation des vertus, des forces, etc., de celui qui était dévoré par le cannibale. Mais il n'y aurait pas de quoi faire une communication sur le cannibalisme aujourd'hui. C'est pas cette question, bien sûr, qui sera au cœur de mes réflexions dans cette première partie. C'est l'utilisation, dans un cadre médical, de petits morceaux de corps, de A, pour soigner B. Et le premier point sera bien évidemment d'étudier l'utilisation curative de parcelles de cadavres humains pour soigner des humains vivants, en particulier des humains dégradés, affaiblis, malades, qui vont se soigner avec des petits morceaux
d'autres êtres humains? C'est une question qui, là encore, est assez ancienne, et qui commence au départ, alors je passe sur le Moyen-Âge et la question de la poudre de momie, puisqu'il y a eu toute une époque où, au moment où on découvre les momies, etc., il y a des fantasmes qui vont se répandre en Europe, comme quoi cette poudre serait protectrice, salutaire, un remède. Il faudra un grand médecin pour mettre un terme à ce fantasme, c'est Ambroise Paré qui va faire le discours de la momie pour expliquer que ça n'a aucune vertu, au contraire plein de risques que de manger, d'absorber cette poudre de momie. L'affaire est réglée. Arrivons au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il va y avoir un épisode très intéressant qui commence dans le domaine dentaire. C'est l'épisode qu'on retient sous l'appellation des dents de Waterloo. Les dents de Waterloo, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit bien sûr des grandes batailles napoléoniennes qui vont servir, indépendamment de la politique et de la géostratégie, qui vont servir médicalement à tous les dentistes d'Europe. Eh bien, ça va leur servir à récupérer sur les champs de bataille les dents des morts. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'art dentaire, la prothèse dentaire n'étant pas fabriquée, elle n'est que récupérée. Et un des avantages de la guerre, c'est un peu d'ironie quand même, un des avantages, c'est que ça tue des hommes jeunes et en bonne santé. Donc avec des bonnes dents. Donc on va pendant plus de 60 ans dans toute l'Europe pouvoir soigner les dents des vivants malades, affaiblis, etc. avec ce qu'on appelle les dents de Waterloo. À peu près à la même époque, quelques années plus tard, aux États-Unis, c'est la guerre d'indépendance qui va abonder le stock de dents des militaires morts sur le champ de bataille, etc. C'est déjà du transhumain, d'humain à humain, on prend des morceaux de l'un pour soigner l'autre. Mais, bien évidemment, ce qui va nous intéresser rapidement en France, et on arrive au XXe siècle, c'est la question de l'utilisation des tissus, de manière générale, des tissus humains pour soigner les vivants. En particulier, je prendrai un exemple seulement, celui de la cornée. La cornée, qui est un tissu oculaire, je me garderai bien de le définir plus en détail, je ne suis pas médecin, je ne suis que juriste, mais la cornée a depuis longtemps été repérée comme étant un morceau sur un corps mort qui peut servir à, si ce n'est sauver la vie, en tout cas redonner la vue à un individu dont la cornée est altérée par une maladie, par le vieillissement, etc. Le problème qui va se poser pendant longtemps, c'est un problème de droit. Est-ce que, juridiquement, on est autorisé à aller piquer, découper les cornées sur les cadavres? La pratique va se développer entre les deux guerres, sans cadre juridique, jusqu'à ce qu'on ait quelques affaires retentissantes, et en particulier un scandale dans la presse, qui révèle que, parmi ceux des cadavres sur qui on a prélevé les cornées, figure une catégorie qui est très utile pour les médecins, parce qu'il faut le faire quand même assez vite, il faut 8 heures avant que la cornée devienne opaque, et donc il faut pouvoir, dans les 8 heures d'un décès, récupérer une cornée en bon état, et là encore, si possible, sur quelqu'un de jeune. Et il y a une catégorie de gens qui intéressent beaucoup les ophtalmos dans les années 30, ce sont les condamnés à mort. Parce que les condamnés à mort ont un avantage, souvent ils sont encore assez jeunes, et puis surtout on peut savoir à l'avance quel jour ils vont mourir, et on n'a pas de doute sur le diagnostic de la mort, une fois que la tête est détachée du corps par décapitation. Et puis, disent les mauvaises langues, le troisième avantage, c'est qu'on peut mettre la tête sur l'établi pour découper proprement, etc., et avoir des cornées en bon état. Il va y avoir un scandale, des articles dans la presse, etc. Donc, juste après-guerre, 1949, la loi intervient, première loi en France, qui va encadrer la kératoplastie, c'est le nom qu'elle porte. Elle porte un article, une loi avec un article. À l'époque, on savait faire court et concis, maintenant on a des lois qui en font 150 ou 200. Un article qui organise la kératoplastie, monopole médical. Bon. Et surtout, qui prend comme modèle juridique le consentement explicite de l'individu quand il est vivant pour après sa mort. C'est un legs. C'est les modalités testamentaires. On peut léguer ses yeux à une banque des yeux qui s'en servira pour les greffer à des vivants. C'est intéressant parce que, eh bien, deuxième point sur cette première partie, l'homme augmenté par la mort d'autrui, très rapidement, 2-3 ans plus tard, on se pose la question non plus pour des tissus humains qu'on peut incorporer, mais des organes. Des organes, donc des ensembles biologiques qui ont une certaine autonomie et qui sont plus complexes, mais qui sont également intéressants pour la médecine de l'époque. Avec une grande affaire en 1952, l'affaire du petit Marius Renard. Marius Renard est un jeune apprenti de 17 ans qui tombe d'un échafaudage et ses reins sont détruits. Donc il va mourir. Et à l'époque, il y a des médecins qui disent « mais si on pouvait lui mettre un rein, on pourrait, en bon état, etc., on pourrait peut-être lui sauver la vie, etc. » Et on va, sans cadre juridique, on va utiliser le rein de sa maman, qui est, elle, vivante, et qui va donc se soumettre au scalpel, donner un de ses reins, on va le greffer, il va tenir 24 jours, 25 jours, mais il va malheureusement faire
un rejet est décédé. Toujours est-il qu'on est au rudiment de l'expérimentation, la société française est moralement, sociologiquement prête, donc on va réfléchir à une loi sur le prélèvement d'organes sur les vivants et le prélèvement d'organes sur les morts. C'est le thème de ma communication sur le mort. 1976, loi Caillavet, prélèvement en particulier pour le rein, mais entre-temps, il y a eu un autre épisode très intéressant, mondial, connu de tous, c'est le professeur Barnard, le CAP 1967, le prélèvement et la greffe de cœur. Le rein, le cœur sont les organes qui sont à l'époque techniquement greffables, mais encore faut-il respecter un cadre juridique. La loi Caillavet va entrer en vigueur en 1976, et après quelques modifications, elle a gardé sa substantifique nature juridique. Qu'est-ce qui est intéressant pour le juriste, c'est que là, on a changé de cadre, pour faire savant, on pourrait dire de paradigme. En 49 pour les yeux, il fallait que le mort ait, avant sa mort, fait une manifestation explicite de volonté pour léguer ses yeux. En 76, le Parlement français décide d'un autre modèle. Il n'est plus nécessaire que l'individu ait de son vivant manifester sa volonté, on change, on renverse, c'est un consentement implicite. La loi nous dit on peut prélever sur le corps de toute personne qui n'a pas de son vivant manifesté le refus d'un tel prélèvement. Pour les anglophones, avant c'était opt-in, il fallait qu'ils manifestent, maintenant c'est opt-out. Seuls ceux qui ont refusé ne seront pas prélevables. Ceux qui n'ont rien dit, eh bien ceux-là seront prélevables. Ça rappellera peut-être des questions. Je termine ce premier point sur la grande question contemporaine. Est-ce qu'on pourra, dans le cadre des lois en vigueur aujourd'hui, envisager une greffe de cerveau? Alors, la réponse est négative. Dans l'état actuel du droit, on ne peut pas imaginer greffer un cerveau. Pourquoi? Parce que là, ça nous renvoie à la question de la définition juridique de la mort. On a eu 4 définitions successives. Hippocrate, c'était la description du cadavre. Était mort celui dont le cadavre commençait en gros à se décomposer, qui manifestait des signes de décomposition. Très bien. Moyen-Âge, c'est la respiration. Celui qui respire est vivant, celui qui ne respire plus est mort. Et puis on découvre la circulation sanguine, la HENEC, le battement cardiaque. Et pendant 2 siècles et demi, ça sera le battement cardiaque qui sera le critère de la mort. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce critère du battement de cœur, celui dont le cœur bat vit, est vivant, celui dont le cœur ne bat plus est un mort. Jusqu'à quand va-t-on garder ce critère? Jusqu'en 1968. Jusqu'au 24 avril 68. Quand on parle de 68, on parle souvent plutôt du mois de mai. Mais là, en avril, il se passe des choses fondamentales pour les juristes. C'est par voie de circulaire que le 24 avril 1968, la définition de la mort change en droit et qui fait du critère de définition de la mort non plus le battement cardiaque, mais la mort cérébrale, ou devenue plus tard la mort encéphalique. C'est-à-dire que jusqu'au 24 avril 68, dès lors qu'on constatait l'absence de battement cardiaque, eh bien, on avait un mort. On décale, on déplace désormais la définition. On peut avoir des hypothèses. Pourquoi est-ce qu'on a dû changer la définition? Pour 2 raisons. En 68, on a dû changer la définition. D'abord parce que les techniciens de la réanimation médicale avaient développé une connaissance et une technique, des techniques permettant de faire rebattre, de surmonter un arrêt cardiaque. Et donc, ça posait des vrais problèmes de frontières, puisqu'on avait des situations dans lesquelles on avait dû faire un arrêt cardiaque à 10 heures. Si on appliquait la définition de l'époque, il était mort à 10 heures. Oui, mais on l'avait massé ou avec des stimulations électriques fait redémarrer. À 11 heures, son cœur bat, il est nouveau vivant. À midi, arrêt cardiaque, il est remort. Ça ne pouvait pas fonctionner en termes de critères. Mais ce n'est pas ça l'argument principal. Pourquoi la définition a changé le 24 avril 1968? Parce que la question qui se pose en France, 6 mois après le professeur Barnard en Afrique du Sud, c'est celle de pouvoir prélever un cœur battant dans la poitrine d'un mort. Or, ce n'est pas possible juridiquement à l'époque. Tant qu'un cœur bat dans une poitrine, on a un vivant. Or, pour pouvoir faire une greffe cardiaque qui fonctionne, et les équipes françaises sont prêtes, elles ont leur technicité au point, etc., mais juridiquement, elles ne peuvent pas prélever dans une poitrine un cœur battant, ça serait un meurtre, ça serait un homicide. Et c'est pourquoi, le 24 avril, la circulaire du ministère de la Santé dit « Désormais, le nouveau critère, c'est la mort cérébrale ». Quand le cerveau est mort, la personne n'existe plus, on passe de personne à chose, et on peut donc prélever dans les conditions de la loi, de celle qui viendra, la loi 76, s'il n'y a pas de refus de son vivant d'un tel prélèvement. Changement de critère, qui est très intéressant, puisque la circulaire est du 24 avril, je l'ai dit 3 fois, et la première greffe de cœur en France du professeur Cabral, elle date du 27 avril 68. On peut donc imaginer quelque part, dans le service, on attendait la circulaire, déjà les gants prêts, etc. Parce qu'il fallait ce changement de critère pour que
on puisse prélever sans être accusé d'assassinat. Et j'en viens à ma question de fin de première partie. Est-ce qu'on peut, en France, imaginer une greffe de cerveau d'un individu A sur un individu B? Non, tant que le droit positif reste le même. La définition juridique de la mort aujourd'hui, depuis 1968, c'est celle de la mort du cerveau. Et mort, celui dont le cerveau est constaté sans activité, avec plus ou moins de délai, cerveau, électroencéphalogramme, plat ou à réactif, ou toute autre technique, en géographie, etc. C'est lorsque le cerveau meurt qu'on peut dire il y a décès. Bien. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas juridiquement prélever sur un individu, à la limite même sur une tête qui aurait accidentellement été découpée d'un corps, on ne peut pas prélever un cerveau tant qu'il y a une activité qui se mesure électriquement dans ce cerveau. C'est une personne, et ce serait un assassinat que de prélever un cerveau dans un crâne. On ne peut pas prélever un cerveau en France pour cette question. En revanche, si techniquement les solutions sont déjà possibles, on peut greffer un corps entier sur un cerveau. Je laisse la porte ouverte à tous les... Deuxième partie, le cadavre de l'homme augmenté. Lorsque un individu a fait l'objet d'une augmentation corporelle par une greffe d'organes, de tissus, ou par un objet technique. On a vu des pacemakers tout à l'heure, des implants, des valves en plastique, des seins en silicone, des fesses en carton, comme vous voulez. Toute implantation, incorporation, bien, fait que cet individu est augmenté, ne serait-ce que par des broches, des plaques, des vis, etc., et puis qu'un jour il meurt. Est-ce que juridiquement ça pose des soucis? Eh bien, il y a deux niveaux de questions juridiques qui se posent. Il y a d'abord le cadavre risque faible. Risque faible, c'est la préoccupation des lois et du législateur depuis toujours concernant l'inhumation. C'est toute la police des cimetières et les règles sur les cimetières. On a compris depuis très longtemps que le cadavre, si on le laisse sans apprêtement funéraire particulier, peut être toxique. Les risques épidémiques sont connus. On a déjà au XIIIe siècle des guerres bactériologiques. On prend des cadavres de pestiférés, on les balance en catapulte dans les forteresses pour tuer les ennemis. On sait déjà que le cadavre est en soi une bombe bactérienne, microbienne. Et donc, on a une législation des cimetières qui se met en place très tôt, XIIIe, XIVe siècle, qui est intéressante puisqu'elle est fondée sur un paradoxe. Toute la législation sur les cimetières et sur les apprêtements funéraires, les dispositions funéraires, doivent répondre à ce paradoxe. Un, il faut aller vite, puisque les cadavres peuvent générer des conséquences, des transmissions de maladies, etc. Il faut aller vite. Deuxième préoccupation majeure, il ne faut pas aller trop vite non plus. Parce que si on va trop vite, on risque d'enterrer des gens qui ne sont pas complètement morts. Et donc, tout au long du Moyen-Âge, on discute de ces questions, comment aller vite pour s'en débarrasser, mais pas trop vite pour ne pas commettre d'erreurs de diagnostic, etc. Ce qui fera naître d'ailleurs toutes les légendes, tous les mythes sur les gens qu'on retrouve dans les cercueils, qui ont gratté, qui ont mangé leur linceul. Je passe sur ces questions. Mais ce qui nous intéresse concernant le cadavre de l'homme augmenté, c'est que, eh bien, aujourd'hui se pose une préoccupation nouvelle qu'on n'avait pas à l'époque, c'est que l'homme augmenté et son cadavre peuvent générer des risques non plus simplement par absence de sépulture, si on les laissait au coin des rues ou à l'air libre, mais par l'incorporation dans les sols. L'inhumation fait qu'aujourd'hui, certains sols sont pollués ou risquent de l'être par des produits nouveaux, et pas seulement la décomposition classique du corps. Quels sont les produits qui peuvent polluer? Eh bien, on a bien évidemment tous les médicaments que l'individu a incorporés. Quand vous avez soumis à une chimiothérapie pendant des mois quelqu'un qui malheureusement décède de sa maladie, eh bien, la décomposition du corps entier va à un moment ou à un autre libérer des éléments, des radioéléments, etc. dans le corps, donc dans les nappes phréatiques, etc. Problème de pollution. Cette question est réglée pour l'heure sur la base de textes assez anciens qui disent juste que les cimetières doivent être à distance des lieux d'habitation. Il faudra probablement un jour qu'on revisite, au vu des risques nouveaux, environnementaux, la législation des cimetières. Et puis le cadavre peut être aussi un risque fort. Et là se pose une deuxième question qui est non plus celle de l'inhumation, mais celle de la crémation. Cette pratique crématiste, de crématisation, et je crois que c'est important d'utiliser ce mot, j'entends encore souvent parler d'incinération, juridiquement en tout cas, on distingue l'incinération des choses, et des déchets, on incinère des déchets, et la crématisation des corps, qui sont les substrats d'anciennes personnes juridiques. Crématisation de l'homme augmenté, de son cadavre. Quels sont les problèmes? Eh bien, les problèmes
là encore, je reviens au pacemaker qui est le meilleur exemple. Le problème, c'est que dans un crématorium, on va soumettre le corps à des très hautes températures de 600 à 2400 degrés, etc., pour réduire son corps en cendres. C'est l'objectif de la crématisation. 2 catégories d'objets incorporés posent souci. 3 même. 3 catégories. D'abord, les objets qui vont être détruits par l'exposition au feu. Tout ce qui est silicone, plastique, etc., tout ça va disparaître, être crématisé, devenir cendre, très bien. Il y a les parties métalliques, non susceptibles de disparaître. Elles ne posent pas de souci. On a dans les crématoriums, à l'issue du processus de crémation du corps, eh bien, un système de grilles et de filtres, on récupère, pour ne pas les mettre dans les urnes cinéraires, les morceaux de vis, de plaques, de métal, etc. Et puis, troisième catégorie, et celle-là pose un problème, c'est les objets qui comportent des piles. En particulier des piles au lithium, les pacemakers et tous les autres dispositifs à pompe auto-injectables, etc. Parce que ceux-là sont des dispositifs qui peuvent exploser à l'occasion de la soumission à haute température. On a donc un risque pour le personnel du crématorium, pour les installations, etc. Et c'est pourquoi, depuis 2011, le Code général des collectivités territoriales prévoit que lorsqu'une personne de son vivant a fait l'objet d'un dispositif implanté, incorporé dans son corps avec une pile, alors avant inhumation ou crémation surtout, cet objet doit être retiré pour des questions de sécurité. Retiré par qui? Retiré par qui? D'abord et avant tout par un médecin. C'est un acte médical. Et par dérogation, il y a un seul professionnel qui est autorisé à le faire si ce n'est pas un médecin, c'est un thanatopracteur, c'est-à-dire quelqu'un qui a passé un diplôme qui a été habilité à faire des actes sur le mort. Pour toute autre personne, ce serait un délit pénal punissable d'1 an de prison, puisque toute atteinte à l'intégrité d'un cadavre tombe sous le coup de la loi pénale. Porter atteinte à un cadavre, c'est un délit pénal punissable d'emprisonnement, quel que soit le mobile. Que ce soit pour des raisons purement cupides, aller voler des dents en or, ça s'est vu il y a encore pas très longtemps dans un cimetière parisien, des raisons racistes, des raisons politiques, etc. Porter atteinte à un corps mort, c'est un délit pénal. Dans la réalité des choses, eh bien, comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe de manière globalement illégale. Dans la plupart des situations, le décès d'une personne portant un pacemaker, quand on le sait qu'elle porte un pacemaker, on ne le sait pas toujours, au risque qu'il y ait des accidents dans les crématoriums, eh bien, le décès étant constaté et sachant que la personne porte un pacemaker, dans bon nombre de situations, ce sont les agents des pompes funèbres qui vont eux-mêmes retirer ces dispositifs. Premier problème pénal. Deuxième problème, bien sûr, un problème éthique, etc. Troisième problème, un problème économique. Qu'est-ce que deviennent ces objets? Eh bien, croyez-le ou pas, et certains le savent parmi vous, eh bien, ils vont être recyclés, non pas détruits, mais recyclés, pour être stérilisés, etc., reconfigurés et exportés. On ne les utilise pas en France, puisque c'est compliqué, mais on les exporte vers des pays dans lesquels on n'a pas assez de matériel, voire pas du tout. Là encore, grande question éthique. Est-ce que c'est bien de filer à des pays du tiers-monde les objets qui ne servent plus chez nous, qui sont en gros de la dégriffe ou du second choix ou de l'occasion, etc. Moi, juridiquement, je n'ai qu'une autre question que celle de la protection du cadavre, c'est est-ce qu'il n'y a pas une escroquerie à la sécurité sociale? Parce que ce matériel, il a été financé, remboursé par la Sécu, et que là, quelque part, il va y avoir, à un moment ou à l'autre, quelqu'un qui va revendre et donc tirer profit de... Je pensais qu'on nous parlerait des diabétiques et de l'odeur du caramel, mais bon, c'est presque le même esprit. Enfin, pour terminer, les juristes, en tout cas ceux que je connais, et j'en connais des biens, même à Montpellier, ont l'habitude de finir par une citation. Alors je finirai par 2 citations qui me semblent raccord avec le thème que j'ai abordé, et vous aurez remarqué que j'ai respecté le temps nickel. La première citation, qui n'est pas d'un juriste, elle est de Michel Audiard, mais il est très souvent éclairant sur ces questions-là. Et ça va me permettre de clôturer mon propos, qui disait dans beaucoup de situations, il vaut mieux partir la tête basse que les pieds devant. Ça sera la première citation, donc je vais baisser la tête pour partir. Et la deuxième de Jean Rochefort, bien sûr, qui disait, et je crois que c'est vrai pour nous tous, philosophes, religieux, médecins, juristes, si haut que l'on monte, on finit toujours par descendre. Merci.